Bienvenue. Pour tous ceux qui participent pour la première fois aujourd'hui, j'ai- je vais préparer présenter, faire une brève présentation d'introduction et tous les autres qui ont déjà participé dans le passé ont la possibilité de poser des questions. Pour participer, on peut se connecter à Slido. Là, nous avons donc préparé quelques questions. Vous pouvez ouvrir le lien dans le chat ou bien photographier ce code QR et ensuite poser vos questions. Je vous invite à vous poser questions là-bas afin que tout le monde puisse donc participer aussi avec les traductions des questions. Donc, la présentation et cette vidéo sera donc envoyée à vous et je vous invite aussi un lien vers un sondage afin que nous puissions toujours nous améliorer. Maintenant, je vous présente Valentin Guin. Il travaille chez ABB depuis 8 ans et il a fait ses études à l'ETH de Zurich, sciences des matériaux, et il a travaillé auparavant dans le secteur de haute tension. Valentin, je te passe la parole. Aujourd'hui, on parle donc de la recharge rapide d'essai et sur la première image, vous voyez donc une belle voiture, un beau véhicule de la Formule E et là aussi, il est nécessaire aussi d'avoir des temps de recharge assez rapides. Mais non seulement les véhicules de la Formule E ont besoin d'une possibilité de recharge rapide, mais aussi tous les autres types de voitures, de véhicules. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter trois catégories de véhicules. D'un côté, les voitures électriques, donc la mobilité individuelle et ensuite les bus et les camions. Pour les voitures électriques, on a déjà développé différentes solutions pour la recharge rapide, notamment pour les voyages longs où la capacité de la batterie n'est pas suffisante et il faut donc recharger la batterie, mais aussi ceux qui ne peuvent pas charger à la maison et doivent donc le faire sur une borne politique. Publique. Donc, il y a déjà différentes solutions, mais à l'avenir, il y en aura plus. Pour les bus électriques, bien sûr, c'est la même question qui se pose et les temps de recharge doivent être très réduits. Donc, il est nécessaire de proposer des solutions techniques correspondantes. Et cela s'applique aussi et là, on a différentes solutions qui s'appliquent aussi sur les arrêts de bus. C'est la même chose, la même question pour les camions. Là, il est nécessaire d'avoir une recharge rapide d'essai pendant les trajets, pendant la nuit, mais aussi pendant la pause midi, par exemple. Ces différents véhicules ont besoin de solutions technologiques différentes. Et ces solutions donc peuvent varier. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous donner un aperçu général sur les trois solutions technologiques qui sont utilisées aujourd'hui ou seront utilisées à l'avenir. Concrètement parlant, ce sont ces trois solutions que vous voyez ici. D'abord, pour les véhicules privés, mais aussi pour les bus, les CCS2 et pour les bus, le pantographe. Et à l'avenir, pour les camions et aussi d'autres catégories de véhicules, le nouveau standard de MCS, donc Megawatt Charging Standard, standard de recharge mégawatt. Donc, on va analyser toutes les solutions que je vous propose ici et je vais commencer bien sûr avec la technologie CCS. CCS, cela veut dire en anglais Combined Charging System, système de recharge combiné. Et pourquoi combiné? Cela veut dire que dans la voiture, vous avez une seule plaque de raccordement dans la voiture pour la recharge AC et DC. Ceux qui ont déjà participé connaissent déjà comment cela fonctionne.
Donc, le connecteur AC, vous l'avez en haut de la plaque et la partie DC se trouve en bas. Et lorsqu'on analyse les différents pins pour AC, on a donc L1, L2, L3, donc et N, donc les trois phases et le neutre. Et ceux-ci sont remplacés par DC- et DC+. Mais la Terre et les pins de communication sont les mêmes pour les deux. PP, le Proximity Pilot, vérifie si la connexion est donc rapide et stable. Et le Control Pilot, CP, assure la communication entre la voiture, le véhicule, le système de gestion de la batterie et la station de recharge. Et par ce pin, on vérifie par exemple le courant qui est demandé par la voiture à l'instant. Tout cela est bien sûr normé, ce n'est pas propriétaire et vous voyez donc les différentes normes ici à droite pour le chargeur, le connecteur et la communication. On ne va pas rentrer dans les détails, dans le vif de ces normes, vous pouvez les consulter sur Internet. Ce qui est intéressant ici, par contre, on a prévu donc un courant max de 500 ampères avec une tension maximale de 1000 volts DC. Et donc la puissance maximale avec une technologie 800 volts est de 400 kilowatts. Et là, on voit déjà que la puissance des bornes qu'on trouve sur le marché arrive à 400 kilowatts actuellement. Actuellement, on ne peut pas dépasser ces 400 avec un CCS2, mais avec 400 kilowatts, c'est déjà une bonne puissance. Et je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Ce qui est intéressant aussi, c'est la longueur maximale de câble qui est limitée à 10 mètres entre la borne de recharge et la voiture, le véhicule. Donc très souvent, on me pose la question de savoir si on peut dépasser ces 10 mètres du point de vue technologique, bien sûr. C'est possible, mais on dépasse donc le standard. En étant dehors du standard, ce n'est pas une solution très heureuse. Et voilà pourquoi on applique normalement une longueur maximale de 10 mètres. Qu'est-ce qui se passe ensuite avec ce connecteur? Comment est-ce qu'on gère la puissance, la recharge? Euh, c'est peut-être donc intéressant pour tout le monde. Et ici, dans le call, dans ce webinaire, on voit dia- trois diagrammes. À gauche, vous voyez donc le SOC, le State of Charge, donc le niveau de charge en pourcent. Et ce que l'on voit ici, c'est qu'on a une courbe assez constante. On arrive à 80% environ, ça dépend du véhicule, mais en général, on descend, on baisse la courbe un peu, on l'aplatit, et lorsqu'on analyse la puissance, le deuxième diagramme, on voit que cela augmente tout au début et à un certain point, ça chute drastiquement. Pourquoi cela? Ceci est dû bien sûr à la tension au courant. La tension augmente avec la charge parce qu'on charge la batterie. Et bien sûr, la tension de la batterie augmente donc et le courant reste constant. C'est une hypothèse, mais on part de cette hypothèse pour ce diagramme et comme ça, la puissance augmente. Mais le BMS, le système de gestion de la batterie, donc baisse ce courant pour contrôler la recharge de la batterie. Cette courbe que vous voyez ici, donc la puissance vis-à-vis du temps de recharge, vous la voyez ici, ça dépend du véhicule en fait, ça peut varier beaucoup, mais en général, ce que l'on peut dire, c'est en fait que la pointe de charge que vous voyez ici est atteinte assez tôt et ensuite ça descend, ça baisse assez rapidement. Certains véhicules ont une courbe de charge relativement constante et ensuite ça tombe, ça baisse assez rapidement quand même. Quelles sont les conséquences de cela? La conséquence est que le facteur de simultanéité est relativement élevé parce que la courbe est
haut niveau quand même pour un temps limité. Ceci veut dire que la puissance maximale n'est pas disponible pour un temps très long, mais la puissance nominale n'est pas nécessaire pour tout le temps de recharge. Et à cette connexion, vous avez donc la possibilité de fournir une puissance suffisante avec une gestion correcte à un nombre élevé de bornes. Pour vous donner un exemple, là il s'agit d'un parc de recharge de AMAG. Et chez AMAG, on a donc adopté une solution créatrice pour ne pas devoir agrandir le raccordement. Donc là, on a par exemple deux bornes Terra 360, donc 2 fois 360. Là, le raccordement était bien limité et AMAG ne voulait pas donc augmenter le raccordement, la capacité de raccordement. Le facteur de la simultanéité n'est pas trop élevé parce qu'il n'y a pas très souvent des situations où on demande 2 fois 360. On a donc créé des pointes de charge vers le réseau, mais on peut bien le gérer. Et voilà pourquoi on a à la fin créé, donc introduit dans ce système une batterie pratiquement. Très souvent, on utilise ce type de solution pour gérer le tout par le biais d'un système de gestion qui s'appelle Optimax dans ce cas-ci. Et l'Optimax gère pratiquement les flux d'énergie, donc il décide quand la batterie locale est donc chargée en partant du réseau ou de l'installation photovoltaïque. Et ainsi, on a pu donc garder le raccordement d'une puissance plutôt limitée tout en assurant la possibilité de bornes de recharge rapide. Bien sûr, tout cela est lié au nuage pour offrir aussi des services comme support à distance, la facturation et tout cela. Donc, l'aspect important, intéressant ici, c'est d'avoir donc deux postes de recharge et de ne pas avoir la nécessité de construire un poste de transformation à côté du bâtiment. On a ces courbes de recharge qui ne sont pas trop pleins pour ces voitures-ci. Cela dépend du véhicule. Et là, je passe aux bus qui ont typiquement une courbe de recharge différente. Et ici, on utilise très souvent le connecteur CCS, c'est vrai, mais pas, aussi d'autres solutions, une autre technologie qui s'appelle la technologie pantographe. Comment cela fonctionne? Quel est donc le contexte de tout cela? Tout d'abord, il faut dire que la puissance pour le CCS, on arrive à la limite de 400 kW. Avec le pantographe, on arrive déjà aujourd'hui à 600 kW. Donc, on a la puissance qui est beaucoup plus élevée qu'on peut utiliser aujourd'hui. Donc, les conducteurs ne doivent pas donc bouger un grand câble et les câbles ne doivent pas être refroidis. Mais il y a deux autres aspects, à savoir que cette solution est très souvent utilisée sur le parcours, sur l'itinéraire du bus. Donc le conducteur ne doit pas sortir du véhicule et avec cette technologie permet donc une recharge automatique. On a ce mât de charge et le pantographe qui se trouve là. Sur le bus, vous avez 4 pôles sur deux barres, donc plus, moins, PE et pilote. Et donc le bus peut garer sous le mât et donc ensuite il y a par le Wi-Fi une communication entre le véhicule et le mât. Ensuite, le pantographe descend automatiquement. On a différents tests qui sont
réalisé. Ensuite, la recharge commence après quelques secondes. Les avantages par rapport au câble est très évident. Donc, on peut le faire sur les arrêts de bus, dans le dépôt, et ceci de manière automatique sans que le chauffeur, le conducteur doit connecter un câble. Deuxième avantage, bien sûr, la puissance peut être plus élevée. Ce qui est intéressant ici, c'est que les normes sont pratiquement les mêmes, donc les mêmes normes qui sont importantes euh, pour ce type de solution. Ici, on a cette solution Upcharge qui n'est pas propriétaire, mais qui est standardisée et qui peut être utilisée par d'autres entreprises dans le marché. Tout cela n'est pas la pure théorie, mais il y a aussi déjà des applications concrètes ici à Landquart, à Untervaz, dans les environs de Landquart. On a cette solution avec Plug and Roll et donc Post Auto. Et là, on a donc installé ces deux mâts avec 300 kW par pantographe. Bien sûr, c'est moins par rapport à un câble CCS, mais ici, le grand avantage, c'est la recharge automatique est très importante. Donc, les conducteurs ne doivent pas se préoccuper. Il suffit de pousser un bouton pour commencer à recharger. Ici, on voit deux mâts avec 400 kW, mais le raccordement du site est de 300 kW. Donc ici aussi, il est nécessaire de gérer la recharge et donc la puissance est distribuée sur les deux pantographes. Est-ce que cela est censé? Bon, en général, il n'y a pas deux bus qui sont chargés en même temps, mais par exemple, si un bus n'a pas encore complètement terminé sa recharge, un deuxième arrive déjà. Donc, on subdivise la puissance sur les deux bus. Tout cela est pratiquement alimenté par un poste de transformation temporel. Et à l'avenir, il y aura donc un raccordement plus fort lorsqu'il y aura plus de bus, pardon, et deux pantographes, bien sûr, pour avoir la sécurité de fonctionnement. Et voilà pourquoi on a décidé dès le début d'avoir deux pantographes disponibles. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la pantographe down n'est pas la seule technologie qui existe, mais il y a aussi pratiquement la technologie pantographe up, et ceci veut dire que le pantographe n'est pas intégré dans le mât, mais sur le véhicule, et donc il monte vers le capot de recharge que vous voyez ici. Les contacts sont bien sûr les mêmes, DC plus ou moins, et ensuite PE et pilote. Et toute la communication est réalisée par le Wi-Fi ici aussi. Qu'est-ce qui est donc, qu'est-ce qu'il y a de spécifique, d'intéressant ici? La puissance, les normes, tout est identique, mais la solution technologique a l'avantage d'avoir le pantographe sur le véhicule, et cela signifie que si un pantographe ne fonctionne plus, c'est que ce véhicule qui ne fonctionne plus. C'est pas toute la station de recharge qui ne fonctionne plus. Et bien sûr, le désavantage, c'est qu'on a un pantographe sur tous les véhicules, sur tous les bus, et on a plus de travail de maintenance, de réparation. Donc, il n'y a que des avantages, mais ce qui est intéressant, c'est cette solution au sein du dépôt. Là, on peut donc utiliser cela pour une recharge de plusieurs bus en même temps. Ici, vous avez la solution du BVB base, la Clibec. Ici, on a 26 pantographes à 150 kW pour charger pendant la nuit.
On a des pantographes qui chargent aussi d'une manière plus rapide au terminus de la ligne, mais ce que je veux vous montrer, c'est que la Panto App est aussi utilisable pour charger dans le dépôt. Et cela veut dire que vous avez la même technologie dans le dépôt et sur la ligne, et là aussi dans le dépôt, cela peut se faire de manière automatique. Et voilà, ceci est beaucoup plus simple avec la technologie Panto App. Un autre aspect très intéressant ici, c'est que la puissance installée est de 5 MW, c'est beaucoup. C'est la puissance. Ce qui est intéressant ici, c'est la connexion réseau, pardon, la puissance sur les arrêts de bus. Ici, on partage la puissance pour charger les bus pour assurer qu'ils soient prêts à partir le matin. Donc, on assure que la puissance qui est absorbée soit toujours la même. Il est important de mentionner que les bus ne chargent pas de la même manière que les véhicules particuliers et ils peuvent bien sûr maintenir la puissance à plus long terme parce que la capacité est plus élevée et on a aussi des marges de sécurité. On parle par exemple de 300 kWh qui représentent la capacité, mais la capacité utilisable est limitée à 250 et le reste est pratiquement de la marge de sécurité du bus, de la batterie de bus. Donc, le bus a une marge de sécurité beaucoup plus élevée et il peut charger avec une courbe assez plate pour arriver à 100%. Donc, on a la possibilité de charger avec une puissance relativement plate et ceci permet d'avoir un facteur de simultanéité beaucoup plus élevé. En général, les bus ont besoin de moins de puissance et ces aspects sont très intéressants pour la planification de ce projet, de cette solution. Tout est calculé afin que l'infrastructure électrique soit adaptée aux besoins. Voilà, on a parlé de CCS, on a parlé de Panto Down, on a parlé de Panto Up. Et maintenant, on a parlé donc des véhicules et des bus. Mais il manque une catégorie de voitures, de véhicules, ce sont les camions électriques. Et je vais vous donc présenter brièvement les solutions qu'on a développées. Les camions électriques, on les trouve déjà aujourd'hui sur les routes. Et en général, ils chargent avec l'AC ou avec le CCS. On trouve moins de AC par rapport au CCS, mais à l'avenir, on aurait donc la nécessité on désire avoir une solution qui permet de charger beaucoup plus rapidement. Et aujourd'hui, on a déjà des camions qui peuvent charger à 900 kW. Donc la capacité installée dans la batterie est très élevée et pour charger avec un connecteur CCS, même 300 kW, cela demande donc 3 heures. Donc, il n'est pas possible de charger lors de la pause midi ou lors d'une pause pour les grandes distances. Donc, il faut une solution pour la logistique internationale. Voilà pourquoi on a développé ce nouveau standard qui s'appelle MCS, donc Megawatt Charging Standard. L'idée derrière tout cela, c'est en fait que les camions qui font de longues distances aient la possibilité, lors d'une pause du conducteur, de recharger la batterie assez rapidement pour arriver au destin. Ces pauses, par exemple, durent 45 minutes et il faut donc recharger la batterie assez rapidement non seulement avec 300 kW, mais à l'avenir avec une puissance beaucoup plus élevée pour offrir des solutions à tous les cas d'application.
Ces types de solutions existent déjà, ici Circle K en Suède, mais avec CCS. Donc, on a une limite supérieure de 400 kW. Certains cas d'application demandent par contre des solutions avec une puissance élevée et puisque la technologie existante ne suffit pas, il faut développer de nouvelles technologies. Comment est-ce qu'elles se présentent? Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on parle d'arriver à des mégawatts pour la recharge. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à 3000 ampères avec une tension jusqu'à 1500 volts pour les véhicules de l'avenir. Ceci veut dire donc plusieurs mégawatts. On verra bien quel sera le niveau. Et le nouveau standard est en phase de développement. Beaucoup a déjà été réalisé et mis en place. Il y a certains détails sur lesquels on est encore en train de travailler et donc il faut encore développer les derniers éléments de ce nouveau standard. Mais on a développé déjà des éléments suffisants pour tester ce nouveau standard, déjà en réalité, et nous avons annoncé la semaine dernière que nous avons donc réalisé les premiers recharges avec la nouvelle technologie mégawatt, mais nous sommes encore en phase de test. Aujourd'hui, on utilise encore le CCS, mais cette année déjà, avec les premiers prototypes, les 6 samples de SMCS avec 1500 ampères, mais ceci sur les bancs de preuve, de test. Et à la fin de l'année, on aura donc les premières bornes auprès des clients et les premiers produits seront présentés sur le marché à la fin de l'année 2024, au début de l'année 2025, dans le domaine des mégawatts de recharge. Ce qui est intéressant ici, c'est que cela présente différents défis, non seulement pour la puissance, mais aussi au niveau de solutions technologiques. Les câbles sont assez lourds, il faut les refroidir, c'est un aspect très important et ce n'est pas une chose facile à faire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut aussi refroidir les éléments sur les véhicules, à savoir 3000 ampères, donc les points de raccordement sur le véhicule doivent être refroidis. Donc cela fait partie des défis de ce nouveau standard. Un autre aspect, c'est la tolérance mécanique lorsque les contacts ne sont pas précis, donc les tolérances ne sont pas suffisantes. Alors, ce qui se développe, c'est une résistance ohmique et cela crée des pertes, ce qui est négatif pour ce système. La tolérance mécanique est donc très précise, demande une précision très élevée entre le connecteur et la plaque de connexion de raccordement. Donc il y a différents aspects dont il faut tenir compte, qui représentent encore des défis, demandent des solutions. On n'a pas encore développé des solutions qu'on peut présenter au marché, mais on n'est plus tellement loin d'une solution qu'on peut proposer au marché. Ce projet va déjà dans ce sens. HOLA, donc la recherche à haute puissance en Allemagne, au nord de l'Allemagne, et ceci est un projet pour l'installation des premières bornes de recharge rapide en mégawatts. Donc, on va commencer l'année prochaine avec le CCS et le MCS, avec les premières stations de recharge CCS et MCS en même temps au début de l'année prochaine. Vous voyez déjà tous les partenaires. On a des partenaires au niveau dans le monde académique, bien sûr, l'État fédéral d'Allemagne et différentes entreprises qui participent à ce projet. Mais ce qui est intéressant, c'est en fait la fin du projet qui est prévue pour la fin 2024. Donc au début 2025, ce n'est plus un projet pilote, mais c'est un projet qui est déjà en plein fonctionnement.
Donc, la recharge mégawatt n'est pas très loin d'une solution qui se présentera à l'avenir, mais on a déjà des épreuves qui sont concrètes qu'on est en train de mettre en place. Pour la Suisse, la question qui se pose, c'est en fait quelle importance tout cela a pour le transport national, probablement relativement limité, mais l'importance est beaucoup plus importante pour le trafic international qui passe à travers la Suisse. Donc j'imagine qu'en Suisse aussi, nous aurons des stations de recharge en mégawatt. Donc différents aspects très intéressants qui jouent ensemble ici, qui se présentent. Et on peut se poser la question de savoir si c'est nécessaire, quels seront donc les distances qu'on peut parcourir avec une seule recharge, donc différents aspects dont il faut encore discuter. Donc on a analysé trois différentes technologies avec CCS, Panto et MCS. On a couvert trois catégories de véhicules, les véhicules particuliers, les bus et les camions. Mais bien sûr, ce n'est qu'un aperçu général et j'imagine qu'il y a beaucoup de questions et vous allez poser certainement encore d'autres questions. On l'a prévu un certain temps pour répondre à ces questions. Donc, je conclus ici ma présentation et je vous repasse la parole à Jan. Donc, je t'invite à reprendre en main la gestion de la discussion. On a encore une trentaine de minutes environ pour répondre aux questions. Merci beaucoup pour cette présentation, cet aperçu général. Oui, il y a déjà beaucoup de questions, mais j'aimerais quand même vous inviter à ouvrir le lien dans le chat afin que vous puissiez vos questions, afin que nous puissions attribuer des priorités aux questions. Première question, quelles seront les conséquences à longue durée de la recharge rapide sur les batteries? Oui, c'est une question très intéressante. Et là, probablement, il faut analyser deux aspects. D'un côté, l'expérience nous dit notre expérience est très limitée. Il n'y a pas trop de données à l'instant pour arriver à une conclusion. Donc, on verra bien à l'avenir quels sont les effets négatifs sur les batteries. On s'était attendu à des effets beaucoup plus négatifs, je peux dire autant. Beaucoup de personnes disaient que cela a des répercussions très négatives sur la batterie, mais on a déjà des voitures, des véhicules qu'on utilise depuis bien des années, qui sont arrivés à des centaines, milliers de kilomètres, même 1 million de kilomètres, et comme en utilisant la recharge rapide, la capacité est quand même assez élevée, pas à 100%, la capacité descend bien sûr, baisse, et il faut analyser cela d'une manière plus détaillée. Pour les véhicules comme les camions, les bus qui sont utilisés, qui sont chargés toujours avec une recharge rapide, là on voit des effets et les OEM ont bien sûr des contrats avec les clients, ils garantissent une certaine durée de vie et ensuite on reprend les voitures pour utiliser la batterie ensuite pour une seconde vie, donc un accumulateur par exemple. Deuxième question, comment est-ce qu'on peut charger la voiture de manière optimale pour assurer une durée de vie très longue à la batterie? Donc, qu'est-ce que le client peut faire pour assurer une longue durée de batterie, durée de vie de la batterie? Là, j'aimerais quand même être prudent avec mes réponses. Ce que l'on dit, et je crois que ce soit correct, c'est que charger lentement est la solution
meilleur pour la batterie. Donc, si vous pouvez charger à la maison ou au bureau d'une manière lente, c'est beaucoup mieux pour la batterie. Mais en même temps, la batterie, il faut donc assurer qu'il n'y ait pas des états de charge extrêmes pour la batterie. Donc, il ne faut jamais arriver à 5%, 10%, 0%. Il faut même non plus charger à 100%. Ce que les constructeurs d'automobiles disent, c'est qu'il faudrait rester entre 10 et 90% d'état de charge et charger lentement. Et mon expérience personnelle, individuelle, j'ai une voiture électrique, je l'ai depuis quelques années, 80 000 km. J'ai chargé assez souvent sur des stations de recharge rapide et j'ai une capacité de la batterie qui est par contre toujours à 92% par rapport au moment du moment de l'achat. Donc j'ai perdu un peu de distance utilisable et de capacité, mais pas trop. Merci beaucoup pour ces explications. Et maintenant, on arrive à une question très intéressante, à savoir la recharge rapide sur un site unique. Cela crée des pointes de charge. Tu as parlé du système Optimax utilisé chez AMAG. Est-ce qu'il y a une interface qui permet aux fournisseurs d'énergie d'interrompre le raccordement? Donc, oui, disons qu'il y a deux aspects. On n'a pas augmenté le raccordement d'AMAG, donc il n'y a pas de pointe tellement extrême. Et si la batterie n'a plus d'énergie, donc la batterie est chargée d'abord par l'installation photovoltaïque, donc le raccordement est le même, mais par le biais de Optimax, on a la possibilité d'intégrer des modules de gestion externe. Tu as parlé euh, d'interface et on peut donc porter ce signal sur Optimax et c'est Optimax qui gère le tout. Donc, sur la base du système de gestion de la recharge, on peut donc gérer aussi la consommation d'énergie. Il n'y a pas encore d'autres interfaces. Il n'est malheureusement pas possible d'avoir une gestion dynamique. Et donc là, c'est déjà possible. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de voitures électriques, mais encore plus de euh, centrales électriques. Donc, le développement va certainement aller dans le sens d'une gestion dynamique de la recharge. Et là, j'aimerais bien vous proposer notre séminaire sur la stabilité du réseau qui a déjà eu lieu au mois d'octobre. Donc, il faut élargir. Est-ce qu'il est nécessaire d'élargir le réseau en Suisse ou est-ce qu'il faut prévoir des batteries pratiquement, des réservoirs d'accumulation? Oui, c'est la question la plus importante et il faut voir quelle est la solution la plus adaptée au site. Donc, quelle est la puissance qu'on aimerait bien utiliser sur le site? Quelle est la puissance de raccordement avant le projet? Est-ce qu'il y a un poste de transformation dans les environs ou est-ce qu'il faut intégrer cela dans le projet? Donc, la solution sera différente pour chaque projet. Si
le réservoir d'accumulation par une batterie, par exemple, est la bonne solution. Pour certains projets, ça peut aller. Pour certains d'autres projets, cela n'est pas la bonne solution. Cela dépend bien sûr aussi des prix de l'énergie. Si on a une installation photovoltaïque, on peut optimiser le tout par la production même de l'énergie, la production propre. Donc, il n'y a pas une solution standard, une réponse standard. Il faut analyser chaque projet. Et la prochaine question, c'est très intéressant, ça va dans l'aspect de la facturation. Où est-ce qu'on mesure combien d'énergie est donc fournie? Il y a des pertes sur les câbles qui sont importantes avec ces câbles-ci. On a en général dans le système deux points de mesure. D'un côté, la voiture électrique, donc on a là un compteur qui mesure combien d'énergie est absorbée depuis le réseau. Et c'est aussi ce qui est facturé au gestionnaire du site. Et à l'intérieur de la station de recharge, après euh, la, pardon, le redressement, donc après l'AC, on a donc un autre compteur et on a des pertes qui sont payées par le gestionnaire du site. Donc le client final paye que le courant DC qu'il absorbe. Donc il ne doit pas payer toute la consommation AC. L'efficacité de la station de recharge est donc importante et les opérateurs, les gestionnaires doivent sélectionner les bons modèles. Donc, s'il y a une forte efficacité au niveau des stations de recharge, ceci est un grand avantage pour lui. On parle aussi des tubes qui sont utilisés pratiquement sur la station d'essence et pas sur ce qui arrive dans la voiture d'une voiture à combustion interne. Donc, quelle est la solution qu'on adopte aujourd'hui pour les pertes se voient notamment du côté redresseur et on a une efficacité jusqu'à 95, 97, 18%. On arrive à ces valeurs. Parfois, ça peut être aussi un peu moins. Ça dépend aussi de la quantité d'énergie qui est absorbée. Donc, si les puissances sont très très basses, on a des valeurs plutôt basses. Donc, si les redresseurs, les convertisseurs sont sous-utilisés, l'efficacité en fait baisse. Donc, plus est haut la puissance, plus est élevée la puissance, plus est élevée l'efficacité des redresseurs. Et en général, on parle de 95%. Une question personnelle, à ton avis, la technologie des voitures électriques par rapport à l'hydrogène pour les véhicules, les bus et les camions sera donc vainqueur. Pour l'instant, on va dans la direction de l'électrique et beaucoup d'entreprises en Suisse travaillent dans ce sens. Ils ont déjà créé au niveau des sociétés de transport public différentes lignes électriques et ceci permet aussi de planifier, de faire une bonne planification de l'utilisation. Dans le domaine des camions, on voit un peu les deux. En fait, la technologie de la batterie est en train d'être développée ultérieurement. Là, les distances sont de plus en plus longues et beaucoup de cas d'application peuvent être utilisés, peuvent être couverts par cette technologie. Pour l'instant, l'hydrogène ne propose pas encore de solution convenable, satisfaisante. Deuxième question, nous avons vécu cette situation lors de la crise électrique et l'hydrogène est produit
grâce à l'électricité. Il faut beaucoup plus d'électricité pour produire l'hydrogène par rapport à la quantité d'électricité nécessitée pour bouger un véhicule. Donc, on a besoin de beaucoup plus d'électricité pour les solutions à hydrogène par rapport à une solution électrique. Si les prix ensuite augmentent, ce sera un très grand inconvénient pour l'hydrogène et pas pour la mobilité électrique. Donc, dans le marché, on a l'impression que la situation de l'hydrogène n'est pas aussi bonne par rapport à la situation il y a quelques années, mais lorsque l'on propose euh, des solutions électriques, on va aller dans ce sens ces prochaines années. S'il y aura des solutions à hydrogène, on verra bien. Pour l'hydrogène, on n'a même pas les stations d'hydrogène. Et avec ces nouvelles stations Megawatt Charging, quelle est la planification? Tu travaillais auparavant dans le secteur de la haute tension. Est-ce qu'il faut donc construire chaque fois un poste de transformation? Comment est-ce qu'il faut faire? Disons que là, il y a différentes initiatives qui sont en train d'être réalisées. Il y a différentes solutions qui sont développées. Quels sont les sites qu'on peut utiliser? Tout d'abord, ce qui est important, c'est d'avoir la possibilité de garer les camions. Ce n'est pas toujours le cas parce que ces véhicules sont très grands. Donc, il faut avoir une surface suffisante pour garer ces camions. Et bien sûr, le raccordement électrique est essentiel. Donc, est-ce qu'on a la possibilité d'amener une quantité d'électricité suffisante à ce site? Si ensuite il faut un poste de transformation, je ne peux pas vous le dire de manière généralisée, bien sûr, si l'on veut avoir différentes stations de recharge CCS avec une quantité de plusieurs mégawatts à ce point-là, probablement il faut un poste de transformation, c'est comme ça. Nous sommes en train de mener les études. Il y a différentes approches qui sont adoptées. La planification nous dit que cela a du sens, c'est censé, et on aura donc les résultats à la fin de cette année pour prévoir la planification à l'avenir. Est-ce que la distance vers la centrale électrique est importante ou est-ce que ceci n'est pas important du tout, ne joue aucun rôle? Donc non, c'est pas la distance vers la centrale électrique, mais plutôt vers le poste de transformation. S'il y a un poste de transformation dans les environs, c'est un grand avantage. Si par contre il faut faire un raccordement au prochain poste de haute tension, ça complique les choses. Donc, par le biais des études, on cherche à comprendre où on peut donc créer ces sites et ensuite, il faut analyser quelles sont les possibilités de raccordement de ces sites au réseau. Prochaine question. Quelle est la tendance des postes de recharge DC? Donc, les redresseurs directement dans la borne ou un redresseur séparé et ensuite la connexion à la borne? C'est une question très intéressante. Si nous parlons de la situation aujourd'hui, nous pouvons dire que les circuits DC ne sont pas très fréquents dans le marché. Euh, il y a certaines évolutions dans ce domaine avec différents OEM. À l'avenir, cela pourra être à l'avenir une solution intéressante, mais là, je ne vois pas encore comment cela va se développer. Mais une fois dépassé
les obstacles technologiques, cela peut représenter une solution pour les grands parcs de recharge, pas pour les petits parcs de recharge, mais pour les grands parcs de recharge, cela peut être une bonne solution, mais du point de vue technique, il faut voir si cela est censé. Pour l'instant, on ne le voit pas du tout. Prochaine question concerne DC et les câbles, les connexions. Quels sont les critères pour le dimensionnement des câbles entre le réseau et la borne de recharge? Comment est-ce qu'on les dimensionne? Ce qui est intéressant, en fait, c'est que la station de recharge n'est pas différente par rapport à ce que nous connaissons. Ce qui est important, c'est la puissance et la dimension de la connexion du câble, donc la longueur, en fait. Ce que nous définissons a priori, ce sont les diamètres maximum. Donc, quel peut être le diamètre maximum pour arriver à la borne, à la station de recharge, et les types de câbles, donc dimensionnement, la dimension est définie par l'installateur électrique en fonction de la longueur et de la puissance. Une question concernant le paiement. Donc, la possibilité de payer avec facilité sur les bornes, les stations de recharge. Est-ce qu'on a déjà arrivé à une simplification? Vous avez déjà plusieurs stations Terra qui sont sur le marché. Bon, je peux en parler longuement. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'unification des approches, des solutions. Toutes les solutions sont censées pour résumer le tout, et je peux vous donner aussi une vue vers l'avenir. Donc, je vais chercher d'être assez concret. Aujourd'hui, on voit les cartes RFID qui fonctionnent très très bien, aussi dans le domaine du roaming. Donc, à l'étranger, en général, les coûts sont plus élevés. Ensuite, les paiements par le biais d'appli qui fonctionnent très très bien. Et ensuite, les cartes de crédit. À l'avenir, on s'attend à ce qu'il y aura une autre solution, à savoir le block and charge, à savoir une solution où la voiture, le véhicule est reconnu et donc le véhicule est connecté à un compte de carte de crédit ou autre, et ensuite la recharge part automatiquement, démarre automatiquement. Donc la voiture est connectée et ensuite est chargée automatiquement. Les OEM disent aussi qu'il est possible de créer différents profils à l'intérieur du véhicule. Donc, pour une station, c'est le profil 1, ou bien pour une autre, le profil 2 d'un autre fournisseur. Et donc, je peux optimiser mes coûts. Ceci fonctionne déjà avec différents fournisseurs, par exemple INT, Plug and Charge. Ce n'est pas vraiment Plug and Charge, mais une solution similaire qui n'est peut-être pas aussi sûre. Donc, à l'avenir, on verra donc une telle solution, et les cartes RFID et les autres solutions seront remplacées, mais on verra bien quel sera l'avenir. On a encore 5 minutes. Et je t'invite de donner une réponse assez brève à ces questions qui suivent. Tu as déjà parlé du roaming. On a parler de ce EVSID. Est-ce que tu connais qui est le bureau qui s'en occupe en Suisse? Est-ce que tu peux illustrer quelle est la situation? Donc, cette euh, idée internationale. Donc, quelle est la question? Je n'ai pas trop bien compris. Qui est l'organisme qui qui définit ce code, cette idée? Je ne connais Je ne sais plus, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris
La question, cette plateforme de roaming qui existe en Europe s'appelle Object et tous les back-ends peuvent donc s'intégrer sur cette plateforme pour ensuite vérifier si les clients qui ne sont pas les clients de la propre entreprise sont donc enregistrés auprès d'un autre fournisseur. Tout cela est, est donc géré par ce Object, cette plateforme générale, mais tout cela, bien sûr, est à un certain coût. Ensuite, est-ce qu'il y a des profils de charge standard qu'on peut donc appliquer pour la connexion? Disons que cela dépend du véhicule. Certains véhicules chargent peut-être 40 minutes avec 150 kW, d'autres 3 minutes 180 et puis on descend à 20 kW. C'est très difficile de donner une réponse à cette question s'il y a une courbe de recharge standard. Ça dépend de la voiture. Autre question, quelle influence sur les pantographes des mauvaises conditions climatiques? Est-ce qu'il y a des risques de sécurité? Non, disons que du point de vue du temps, de la météo, il n'y a pas de souci. En général, il y a un toit, donc même la neige ne pose pas problème. Et aussi pour le vent, on a trouvé des solutions. On en a 10 actuellement en Suisse qui fonctionnent depuis 4 ou 5 ans et d'ici toujours sans problème. Bien sûr, des problèmes peuvent surgir, mais jusque-là, on n'a pas vraiment eu des difficultés avec la météo. Du point de vue de la sécurité, d'ici 5 ans, pendant 5 ans et des milliers de recharges, on n'a jamais eu de difficultés de problèmes de sécurité. Prochaine question, question suivante. Quel est le degré d'efficacité pour les charges partielles? Ben, disons que j'ai déjà répondu à cette question. C'est optimal avec euh, la puissance nominale. Lorsqu'il y a une puissance réduite, l'efficacité est donc réduite. On a vu la courbe de l'efficacité au cours de la charge. Et si le client est d'accord, on peut partager ces courbes. Merci beaucoup. On a encore 14 questions pour tous ceux qui ont encore le temps. Valentin, est-ce que tu as encore quelques minutes pour répondre à ces questions? Pour les participants, vous avez donc le lien vers l'enregistrement de ce webinaire. Si vous ne pouvez plus participer, on le comprend bien, vous avez la possibilité donc pour tous ceux qui participent en langue française, je ne sais pas si le traducteur, l'interprète peut participer. Je peux vous assurer que je serai là jusqu'à la fin. Une infrastructure de recharge électrique, comment est-ce qu'il faut la dimensionner, la prévoir, la planifier en considérant le facteur de simultanéité? Oui. Bon, disons que là aussi, chaque projet sera différent l'un de l'autre. Ça dépend du cas d'application. Ici, le cas d'application du camion, ça dépend des trajets. Les temps de recharge seront différents. C'est difficile de donner une réponse ici. La capacité des batteries varie entre 250 et 900 kWh. Donc l'énergie qui est nécessaire pour recharger le véhicule est donc fortement différente d'un projet à l'autre. Donc là vraiment, il est censé d'en parler avec une entreprise bien formée sur ces questions pour bien planifier ce projet. Et bien sûr, là, nous vous soutenons pour toutes ces questions. Comment est-ce qu'on peut éviter les pointes de charge? Est-ce qu'on a d'autres solutions que les batteries?
Donc en général, oui. Donc un accumulateur d'énergie est toujours nécessaire. Les installations photovoltaïques sont une bonne solution aussi. Et aussi, le système de gestion de la recharge est une bonne solution pour réduire les pointes de charge sur le réseau. Lorsqu'on crée une pointe, on peut toujours réduire la puissance de recharge pour éviter cela. Donc, deux réponses. Donc, ou une autre source d'énergie, ou bien réduire la puissance de recharge. Question suivante. Les points de recharge en Suisse. La semaine dernière, on avait la roadmap de la mobilité électrique de la fédération. Donc, combien de points de recharge faut-il en Suisse, à ton avis? Une étude a dit que d'ici 2030, qui a pratiquement défini d'ici 2030 les endroits et aussi le nombre de points de recharge. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, disons que tout cela dépend du développement de la mobilité électrique. La réponse, bien sûr, est que en 2030, il y aura beaucoup plus de véhicules électriques. La Suisse, en plus, la situation de la Suisse est particulière parce qu'il n'y a pas trop de personnes qui peuvent charger à la maison. Donc, il faudra un nombre énorme de bornes publiques. Je ne peux pas vous donner un nombre précis. Je peux vous dire que la situation actuelle n'est pas trop bonne aujourd'hui, pas vraiment acceptable pour nos temps. Lorsqu'il y aura beaucoup plus de véhicules électriques, il faut vraiment développer à grande vitesse le réseau de recharge. Est-ce que tu connais le pourcentage des camions électriques en Suisse ou en Europe? Pas en Europe. En Suisse, c'est très très limité. Ce n'est quelques pourcents seulement, donc un taux très très bas. Je ne me rappelle plus le nombre précis, mais vous le trouvez les chiffres exacts sur le site euh, du Bureau fédéral des statistiques. Donc, connectez-vous à ce site et là, vous trouverez toutes ces informations de manière très, très détaillée. C'est vraiment une source excellente pour ce type d'informations. Combien de capacité de transport perd une entreprise qui utilise les camions électriques? Malheureusement, je n'ai pas trop bien compris la question. Les camions électriques, cette idée générale, ont un poids plus élevé à cause de la batterie. Combien de capacité perd l'entreprise logistique? Disons que ceci a été adapté récemment et on a dit que le poids de la batterie ne compte plus, donc l'effet n'est plus tellement dramatique comme dans le passé, mais pas dramatique du tout. Tout ceci a été adapté récemment. Donc les camions électriques peuvent être plus lourds. La question est de savoir si on peut adapter cela aussi pour les bus afin qu'ils puissent transporter le même nombre de personnes. Cette question n'est pas encore arrivée à la discussion politique, mais ça va dans le même sens que pour les camions. Pour les camions, comme je viens de le dire, on a déjà trouvé une solution. Quel est le prix de 100 km électrique par rapport aux 100 km essence ou diesel? Donc, si l'on considère 20 kilowatts, donc c'est 4 francs. Donc là, il faut analyser la question avant la crise
de l'électricité et après. Bon, c'est difficile de donner une réponse. Ça dépend de l'endroit où on recharge pour les camions. Si c'est dans le dépôt, donc les prix, les tarifs sont les tarifs de l'entreprise. Donc là, cela peut être comparé avec les voitures électriques des particuliers. Lorsque j'utilise les bornes publiques, ça dépend du fournisseur de services. Et là, bien sûr, l'avantage n'est pas tellement grand par rapport aux autres types d'énergie. Les réseaux de recharge, les réseaux électriques sont chers et donc il faut vendre l'électricité à un prix plus élevé. Mais lorsqu'on a la possibilité de charger dans un dépôt, là, les prix sont pratiquement les mêmes que pour les véhicules particuliers. Peut-être on arrive à des tarifs différents, donc ça peut changer en fonction de la charge. Et quelle est, est-ce qu'il y a une gestion de la simultanéité pour les camions? Oui, oui, ça existe dans le dépôt pour des euh, entreprises logistiques. Parfois, il faut vraiment, de manière continue, charger rapidement. Donc, on sait que ces camions seront chargés pendant la nuit avec toute la puissance possible et l'infrastructure doit donc être adaptée, dimensionnée pour répondre à cette puissance demandée. Et en général, il n'y a pas de souci si ceci est le cas. Est-ce qu'il y a pour certains paramètres, certaines fonctions de protection pour les fournisseurs d'énergie électrique? Les stations de recharge ont différentes catégories et classes de protection qui sont bien documentées et qui correspondent aux standards. C'est bien documenté. On donne toujours ces informations dans le cadre d'un projet, mais il faut plus l'adapter du côté de la station. Dans la distribution, on peut ajouter des composantes pour réagir à cette nouvelle situation, mais pas au niveau de la station euh, individuelle. Ensuite, la charge bidirectionnelle. Est-ce qu'il sera possible d'utiliser cette technologie pour réduire la charge, le poids des stations de recharge? Ben, on peut en parler longuement. En principe, oui, et ça va arriver. Nous sommes certainement encore à quelques mois d'une solution. La question principale, c'est le standard. On l'a déjà développé, mais il n'y a pas encore de standard pour la station de recharge. Donc, il faut euh, voir quel sera donc le développement sur le marché pour le développement de ce standard. Là, il faut voir ce que les OEM nous demandent. Donc, nous, les fournissent les producteurs de stations de recharge à partir de 2025. Donc, ça, les solutions techniques existent déjà, mais ils ne sont pas encore, elles ne sont pas encore dans le marché. Chez ABB, Terra, est-ce que vous en produisez encore? Oui, bien sûr, nous produisons encore ce produit. Nous en vendons aussi au Japon et Shademo continue à exister au Japon. Il y a un certain nombre de voitures Shademo sur la route et le projet Astra, donc les stations le long de l'autoroute demandent toujours un point de recharge Shademo. En général, on le fait. Le nombre de voitures qui ont Shademo se réduit assez rapidement et les nouvelles
les nouveaux modèles qui arrivent chez nous depuis le Japon ont toujours un connecteur CCS. Donc ça va exister encore pendant quelques années. À l'avenir, ça va disparaître. Pour l'instant, on en a encore. Concernant les camions, le système de recharge mégawatt, combien de temps faut-il pour un camion pour recharger complètement? Quel est l'objectif? Combien de kilomètres par heure ou par minute qui sont rechargés? Donc, disons que l'objectif est assez clair, à savoir que la pause du chauffeur, du conducteur, qui est définie dans les lois en Europe, par les lois en Europe, je ne me rappelle plus précisément les heures. Après un certain nombre d'heures, il faut une pause de 30 ou 45 minutes. Et pendant ces 30 ou 45 minutes, il faut recharger donc la batterie de manière à ce que le trajet puisse être terminé. Ça, là, on parle probablement de 300 km de distance qui peut être parcourue par un camion. Donc 300 km qui sont rechargés pendant 45 minutes. Donc 300 km qu'il faut charger, recharger pendant 45 minutes pour arriver à la prochaine station de recharge. Tu as parlé d'une moyenne, une consommation moyenne pour un véhicule particulier, 20 km/h. Pour un camion, c'est combien? Disons que pour un camion, ça, ça dépend de la taille de la batterie, chargée ou pas chargée. Il y a différentes solutions. Pardon, camion chargé ou pas chargé, je crois que ça commence à 40 kW pour les petits et pour les camions 40 tonnes à pleine charge, on parle de 100 kW ou même plus. Sur une borne de recharge rapide, quelle est donc la composition du tarif par rapport à une charge lente ou assez. Disons que les coûts d'investissement sont complètement différents. Les stations coûtent beaucoup plus cher. L'infrastructure est beaucoup plus coûteuse qui est derrière. L'infrastructure qui est derrière. Mais le cas d'application est complètement différent. Donc, on ne peut pas vraiment le comparer. Pour les stations publiques, on peut vendre donc l'électricité à un tarif beaucoup plus élevé. Donc, à la fin, il peut être rentable de faire cela, d'adopter une telle solution, mais une station assez publique, en général, n'a pas de sens. Et voilà pourquoi le courant continu est donc la solution préférable. Ensuite, c'est une question du nombre de voitures qui sont chargées et là, ça dépend du site spécifique. Ensuite, une question concernant les pertes, donc les projets 5 mégawatts, est-ce qu'on en parle aussi? Oui, bien sûr, on tient compte des pertes. Ça, c'est clair. Les stations de recharge ont une puissance qui est important pour le poste de transformation et cela est différent de la puissance de la voiture, du véhicule. Donc, lorsqu'on planifie un tel site, on planifie la puissance de poste de transformation et cela doit être supérieur à l'absorption des voitures et la différence, c'est bien sûr, ce sont les pertes. Ensuite, deux questions concernant des produits spécifiques et là, peut-être une réponse brève. Tesla a donc créé son propre réseau de recharge rapide et là, on a des spécifications pour les connecteurs. Est-ce que ces connecteurs sont déjà refroidis? Est-ce que cela s'applique aussi aux autres voitures? Bon, disons que pour Tesla, il y a deux variantes. Les chargeurs ne sont pas toujours les mêmes, même s'ils sont visiblement toujours les mêmes, donc ils se présentent de la même manière. Disons que
En utilisant l'appli Tesla, on peut utiliser les bornes Tesla aussi avec des voitures non Tesla. La dernière question, quelle carte est-ce que tu recommandes pour charger? Bon, quelle carte réseau? Là, je ne peux pas vraiment vous donner une réponse. Il y a différentes entreprises qui proposent des cartes. Ça dépend de la région, du véhicule, du comportement de recharge et une carte différente peut être la bonne solution pour la personne concernée. Avec ma carte, je peux vous dire que je peux vraiment charger en toute la Suisse et partout en Europe sans grand problème. Merci Valentin pour le temps que tu nous as donné et même pour avoir, notamment pour avoir dépassé le temps prévu. Je te remercie à tous ceux et toutes celles qui sont encore là, qui ont pu dédier le temps à ce webinaire. Je remercie aussi Electrosys qui permet de réaliser ces webinaires. Donc, au mois prochain, je vous invite pour le mois prochain de participer à notre webinaire. Et là, je vous souhaite un excellent après-midi. Merci, merci pour la participation.